Et on se concentre tous. Ok. Donc alors. Donc il manque encore Sébastien Taron. Ouais. Encore une autre personne. Donc ok. Donc ici. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait, ici, c'est la partie back qui est hébergée dans une application, dans un data center quelque part. Soit alors au siège de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a un local server. Et alors, donc notre backend est composé d'une application développée avec un langage serveur, donc pas un langage client. Donc alors sur une machine, avec les différentes couches, avec les couches transversales, avec la base de données. Et alors cette application va devoir interagir avec un front-end. Oui. Donc alors ici, donc ici le front en fait ici. Bon, vous êtes ici. Là pour l'instant, donc là on était là, bam bam bam, on a vu, donc on avait fait un zoom ici. On avait vu comment le back fonctionne. Maintenant, donc on va se déplacer vers le front. Et alors le front en fait c'est une interface web. Donc alors web ça peut être une application Android, mobile en général. Donc c'est donc une couche qui va donc on va développer. On va commencer par la structure hein, donc de ces pages web. Ensuite on va les mettre en forme grâce à CSS3 et puis on va les rendre interactives grâce à JavaScript et après Angular. Donc alors donc là, l'utilisateur final, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer avec le back donc grâce aux requêtes HTTP. Donc, il va envoyer des requêtes et il va recevoir donc des réponses. Donc, alors, on va structurer nos pages avec de l'HTML. Donc, alors, on va commencer par l'HTML. Ensuite, on va les mettre en forme avec du CSS3 et les rendre interactives et avec un code structuré, donc alors nous permettant d'implémenter donc alors la logique, organiser en tout cas notre front grâce à Angular. Et avec TypeScript, on va pouvoir donc utiliser la force et la puissance de l'orienté objet et alors de l'orienté objet. Donc alors, yep, alors. Voilà. Ça c'est le logging. Ok, donc alors commençons par l'HTML5. Mais c'est quoi l'HTML? En fait, c'est un langage de balisage, donc utilisé pour la création de pages web, comme vous voyez ici, permettant notamment de définir des liens hypertextes. C'est-à-dire que dans une page, on va pouvoir passer d'un endroit à l'autre, ou bien d'une page à l'autre, ou bien d'un site web à l'autre. Et le HTML, c'est quoi? C'est un sigle, c'est une abréviation de Hypertext Markup Language. Donc Hypertext Markup Language. Munir, est-ce qu'on peut dire que HTML, c'est un langage de programmation? Donc, c'est un langage déclaratif. Oui, c'est de la programmation, ce que vous faites. Sauf que c'est un langage déclaratif. Mais on Donc, peut je le vous ai dire. parlé sur le... Oui, C'est parce que j'ai eu une question comme ça sur des trucs d'entretien et ils demandaient si c'était un test, un langage de programmation ou déclaration ou je sais plus quoi. déclaratif. Donc, on va te poser peut-être la question, le HTML, est-ce que c'est un langage fonctionnel ou bien déclaratif ou bien procédural? C'est un langage déclaratif, en fait. Hmm. Ce sont des balises. À chaque fois que je veux en fait une fonctionnalité, je déclare ma balise et puis cette balise va faire le travail pour moi. Je C'est m'en ce que fous je... de ce qui se passe derrière, mais il est interprétable, donc par cette fois-ci le navigateur web et pas le compilateur. Donc ce que vous voyez comme page ici, donc c'est une page qui a été écrite avec de l'HTML et qui est interprétée par Chrome, ce qui nous donne en fait cette interface. Mais il faut comprendre, hein, donc la programmation fonctionnelle, c'est comme ce que je vous ai montré avec Java. Souvenez-vous de la fonction stream. Donc vous passez des fonctions en fait. Donc vous utilisez toutes les fonctions dans un langage fonctionnel
Vous gagnez donc en productivité parce que vous ne vous prenez pas la tête avec l'implémentation donc l'implémentation détaillée. Donc alors vous gagnez en productivité et vous perdez en contrôle en fait. Ça va? Donc l'HTML5 c'est déclaratif, on utilise des balises donc pour mettre en forme notre page, pour structurer en fait donc notre page. Donc voilà, le code HTML, le code source HTML est interprété dans un navigateur. Donc si je vais sur la page Wikipédia, bon, je prends la première page ici. Vous voyez là ce qui se passe. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une requête HTTP au serveur sur lequel est hébergée cette application. Et alors j'ai reçu la réponse en fait. Donc alors ma demande, mon URL c'est celle-là, et je reçois la réponse. La réponse c'est quoi? Je vais sur les trois petits points ici, je vais sur plus de t, et je vais sur outils de développement. Donc je vais dévoiler la face cachée de cette page. Et cette page, c'est juste une interprétation de ce code source qui est là. Ce sont des A, des divs, ce sont tous des tags. Voilà. Et donc alors, le code source HTML est interprété dans un navigateur. Donc n'oublions jamais ça. Mais vous allez voir que toute page HTML est un objet, est un méga objet, est un grand objet. C'est comme vous l'avez vu lors du cours programmation orientée objet. Et donc alors c'est ce qu'on appelle un Document Object Model. C'est le DOM. Donc vous allez entendre ça plusieurs fois. Donc le DOM, c'est quoi? C'est l'abréviation de Document Object Model. Et Document Object Model, voilà, c'est un objet. C'est une association, si vous voulez, d'une classe donc Documents qui va contenir des attributs en fond. Ici, le root element, c'est l'HTML. Et l'HTML va contenir deux éléments ici, donc l'élément head et l'élément body. Donc l'élément head va contenir l'élément title, donc ce sera le titre de la page. L'élément body, on peut imbriquer des tags, des balises, tant qu'on veut ici. Afin de mettre en page, alors, notre page, de mettre en forme, structurer notre page. Donc alors, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser Visual Studio Code, donc pour que vous fassiez donc les TP, vous suivez avec moi. Donc pour ceux qui ne l'ont pas installé, donc, je vous ai mis le lien de téléchargement ici. Vous choisissez donc alors la version Windows et vous l'installez. Pendant l'installation, pour avoir cette possibilité d'ouvrir un dossier dans Visual Studio Code et d'avoir le Visual Studio Code qui s'affiche, vous voyez, dans le menu contextuel. Pendant l'installation, n'oubliez pas de cocher une case Ajouter VS Code au menu contextuel. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà VS Code, mais quand ils font un clic droit, ils n'ont pas cette option. Eh bien, ce que vous devez faire, c'est réinstaller l'application tout simplement et cocher la case Ajouter VS Code au menu contextuel. Ça va? Donc je continue. Est-ce que tout le monde a VS Code? Perso, ouais. D'accord. Donc alors, tout le monde a VS Code. Je continue.
Moi, il télécharge. Mounir, sur ton écran, souvent je vois Sublime Text. Est-ce que tu l'utilises à un certain moment donné, Sublime et VS Code à un moment donné, ou comment tu fais? Donc c'est ça, si j'ai un petit truc à consulter vite fait et ne pas attendre que VS Code se charge, j'utilise Sublime Text. Et si je dois développer donc côté front, j'utilise VS Code. Je partage avec vous une cheat sheet, donc un petit lien vers une petite page résumant. Donc les balises HTML les plus utilisées. Et alors je ne sais plus où il est mon tab. Mounir, juste une petite question. Tu avais dit il faut cocher quelle case, ouvrir les codes avec le menu au menu contextuel du fichier explorateur Windows, c'est ça? Oui, il doit y avoir une case ajoutée. Il doit y avoir une case ajoutée. Donc VS Code en menu contextuel. Je ne sais plus Quand tu charges à VS quelle étape. Code, tu as quatre petites cases à cocher. Coche-les toutes et comme ça tu l'auras. Il va te mettre un raccourci sur le bureau, il va te mettre un raccourci un peu partout, mais au moins tu as tout. Elle est prête à cheminer. Merci. Pas de souci. Je vais enlever mon VS Code. Je pensais qu'il était là. Oui, donc je vais continuer à expliquer un peu cet aspect théorique parce que vous devez comprendre un petit peu la philosophie de la chose. Et donc alors je parle quand je parle HTML, donc je parle donc, sur un langage déclaratif. Donc c'est-à-dire que j'utilise des balises, et bien ces balises vont prendre en charge ces paramètres. Donc, et ils vont nous créer une structure de nos pages. Maintenant, il y a des règles à respecter. Donc il y a cet aspect de hiérarchique. Donc alors donc aspect hiérarchique des balises. On doit respecter cette architecture. Donc alors, ici, une page HTML, donc alors est composée de balises qu'on verra tout à l'heure. Donc alors, ça commence avec type, HTML, head et puis body. Et chaque balise a un objectif. On verra ça tout à l'heure. J'ai juste une chose ici à signaler, c'est que ici, aspect hiérarchique, c'est-à-dire que ici dans le body, là vous n'avez rien, mais en fait le body c'est quoi? C'est le corps de votre page HTML. Donc c'est-à-dire quand vous mettez en forme une page HTML, quand vous mettez en forme une page HTML comme celle-là par exemple, cette page est composée d'un header et d'un body. Donc alors le header, ça va nous permettre de spécifier par exemple ce qu'on voit ici. Vous voyez là le favicon ici, tout a été programmé ici, hein. Donc Digitar, la solution IT pour votre visibilité et votre gestion, blablabla. Donc ça, je l'ai mis pour le référencement de mon site web. Donc là, vous avez de notre site web, là, vous avez en fait ici donc un menu. À ce menu, vous avez voilà, tous ces éléments que vous voyez là, c'est le corps de la page. Voilà, c'est le corps de la page. Et, et donc alors, ouais. Donc alors, si je descends, hop, le corps de la page, donc ça c'est le footer, et je peux structurer ma page en fonction de mon contenu et de mon audience cible. Voilà, donc alors, ici le body peut contenir des balises enfants, shield, donc P pour dire paragraphe. Paragraphe est un enfant qui a un parent body, et body a un enfant shield, donc enfant. Donc ensuite, on peut avoir un sibling, c'est-à-dire que le div ici est un frère direct de H1, qui a un descendant qui est un paragraphe, et l'imprécation peut continuer en infini, ici, à l'infini. Et donc alors, voilà, on peut continuer comme ça. Donc alors, un petit schéma, donc body peut avoir des enfants, qui peuvent être des frères. Et donc alors, dans un paragraphe, on peut mettre une partie du paragraphe en gras,
Oui, et un div peut contenir des paragraphes. Et les paragraphes peuvent contenir des spans. Inline elements, des éléments en ligne. Donc alors, pour cette imbrication, il faut faire attention. Si vous commencez avec un H1 comme titre et que vous voulez mettre en gras le mot travel, donc ici, il faut fermer travel avant de fermer H1. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous ouvrez H1, vous ouvrez strong et puis vous fermez H1. Là, votre code n'est pas correct. Donc, ça, c'est pour construire correctement donc une hiérarchie d'éléments. Voilà, la balise de fin d'un enfant doit apparaître avant la balise de fin de son parent. Donc, alors, dans votre code HTML, donc alors, vous pouvez parfois mettre des commentaires. Donc, alors, ce qu'on va faire, je vais revenir sur, voilà, sur cette page. Donc, je vais créer un dossier. Donc, alors, le dossier, ce sera... Alors, je vais sur le C et je crée donc Java Dev. Donc, ici. Bon, je vais créer donc Java Dev. C'est pourquoi ce dossier, Mounir? Le dossier, en fait, donc c'est pour donc, Java Dev 21. C'est simplement pour vous montrer en pratique en fait donc ce qu'on fait. Donc c'est juste en fait un petit dossier. Ouais, tu vas rassembler tous tes dossiers HTML et CSS là-dedans. Oui, en fait, donc ici, ce que je D'accord. vais faire, je vais simplement. Alors, vous pouvez coder en parallèle avec moi. Donc, ce que je vous explique ici, on va le mettre en pratique. Et donc, alors, vous pouvez créer un dossier, donc à la limite Java Dev HTML5. Et là, vous faites un clic droit et vous allez sur Ouvrir avec VS Code. C'est important l'endroit où on le met, le Java Dev 21, ou on peut le foutre dans le Java 2E ou... C'est pas important, mais vous créez un autre dossier en fait. Vous laissez le workspace tranquillement de Eclipse et vous créez un nouveau dossier en fait ici. Ok. À la racine de votre disque. Et en faisant un clic droit ici, ouvrir avec VS Code, ou bien vous allez sur la barre d'adresse ici, ça revient au même, hein, vous tapez CM2, tac, ça vous ouvre une console, donc je vais fermer ici. Et dans cette console, vous tapez simplement code espace point, enter, et ça va vous ouvrir VS Code pointé sur le dossier en question, donc ici. Ok, et donc alors, voilà. Donc ce que je vais faire en fait, je vais créer un fichier ici. Donc je vais l'appeler index.html. Voilà. Donc dans ce fichier, je vais créer. Donc alors je vais taper mon code HTML. Donc alors, HTML. Donc je vais taper ça à la main, ça va.
Donc, je vais vous montrer donc tout à la fin une extension, une manière de taper plus vite. Et on ne va pas le faire maintenant, ça va? Donc, vous faites tout à la main, ça va? Ceux qui savent comment faire, bah, tant mieux pour vous. Mais laissez-moi expliquer aux autres, ça va, comment ça marche. Donc alors, HTML. Normalement, vous avez tous vu de l'HTML, là. Ce n'est pas la toute première fois que vous allez voir ça. Donc alors, je tape mon code HTML à la main. Donc alors, je ferme la balise HTML. Yop. Donc je crée le root element, donc l'élément parent. Donc je vais taper, c'est comme une requête HTTP, vous avez le head et le body, on est d'accord. Hop. Alors je vais taper mon head. Voilà. Ensuite mon body. Donc body. Et voilà. Donc alors j'affiche cette page. Je vais faire un clic droit. Et je vais l'afficher donc sur le browser. Donc Open in Default Browser. Peut-être il y en a certains parmi vous qui n'ont pas cette option. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez l'installer sur VS Code. C'est ça un peu l'avantage de VS Code, c'est qu'elle est assez flexible. Il y a pas mal de plugins. Default Browser, Open in Default Browser. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur la petite icône ici sous forme de fenêtre. Je vais taper Open, peu importe, in Browser. Vous choisissez celle que j'ai utilisée parce que on ne va pas passer notre temps à tester en fait donc toutes les extensions qu'il y a ici. On utilise tous la même extension. Donc Open in Default Browser, ça va? Voilà. Vous l'installez. Et alors à la place d'aller sur votre explorateur Windows et aller à ce chemin et double-cliquer sur Index, eh bien, simplement, vous pouvez le faire directement à partir de là. Et ça vous donne ça. Ça ne donne rien. Voilà. Excuse-moi, l'extension c'est laquelle déjà? Le nom exact? Open in Default Browser. D'accord. Donc, je vais la partager sur VS Code. Comme ça, vous l'avez sous la main. Voilà. Open in Default Browser. Sinon, je peux partager le lien avec vous. OK, donc alors, voici ma page. Une page blanche. Moi, ça me dérange cette URL ici. J'aimerais mettre un petit message sympa. Ici. Donc alors, ma première page, pour changer en fait ce qui s'affiche ici, donc je vais sur ma page, et ici je vais ajouter une balise title. Ma première page. Donc je sauvegarde. Il faut sauvegarder ici. Et je rafraîchis ma page. Et voici le texte, en fait, ma première page ici. Ensuite, je continue. Donc alors, dans le body, j'aimerais afficher quelque chose, en fait, ici, dans le corps de ma page. Donc je vais dans le body ici. Je vais taper bonjour. Tout le monde. Je sauvegarde. Et je rafraîchis ma page. Bonjour tout le monde. Donc le monde, je vais le mettre en gras. Ça va? Donc disons qu'on ne sait pas que CSS3 existe. Parce qu'en fait, quand je me souviens, hein, donc quand l'HTML a commencé, donc on crée des balises qui sont obsolètes pour l'instant. Mais pourquoi je vous parle sur quelque chose qu'on n'utilise plus maintenant? Parce que vous êtes des développeurs professionnels, vous n'êtes pas des amateurs. Donc alors, attendiez-vous à rencontrer ce genre de code en fait, qui a été implémenté il y a 20 ans et vous devez faire la maintenance de ce code. Donc alors, si vous voyez strong ici, vous ne devez pas dire oui, mais qu'est-ce que c'est que ce code? On fait ce vieux code. Bah non, écoute, voilà, tu es payé pour ça, pour faire de la maintenance et nettoyer, nettoyeur de code. Nettoyer en fait, donc faire la maintenance d'un code qui existe déjà.
Donc COBOL, en fait, donc, on n'entend plus parler chez les jeunes. Mais sachez qu'un développeur COBOL, il est le mieux payé sur le marché. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'applications bancaires et tout qui tournent toujours. Et on a besoin des consultants COBOL. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une valeur ajoutée et que les sociétés m'arrachent, en fait. Comme ça, je peux imposer mes règles du jeu. Et voilà. Donc, pour être payé, bien payé. Donc, alors voilà. Donc, ici, Strong, en fait, donc il est là. Je rafraîchis ma page. Et voici monde est en gras. On n'utilise plus ce genre de balise. Ça va? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est mis en forme, on va le mettre dans un autre fichier à part avec une autre extension CSS. Ça va? Ok, bah écoutez, donc ici, moi, j'aimerais laisser un petit commentaire, en fait, ici. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis monde en gras, mais j'aimerais, donc, dans le futur, donc, le mettre en normal, là, hein. Donc, je vais me laisser un petit commentaire qui ne doit pas être affiché ici. Donc, alors, en premier commentaire, peu importe. Un commentaire, en fait, se fait comme ça. Hop. Et je sauvegarde. Ça va? Plus petit, point d'exclamation, tiré, tiré, et ça donne ça. Je rafraîchis ma page, il n'y a rien qui va changer ici, on est d'accord. Et alors faites attention parce que vos commentaires, ils sont consultables par tout le monde. Allons sur les 3 petits points, plus d'outils, outils de développement. Ok, moi je ne vais pas faire ça. Pour accéder à cet outil de développement, je ne vais pas chaque fois faire ça. Clic, sinon c'est contre-productif. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche quoi? F12. Yep, mon outil de développement est là. Et qu'est-ce que je vois? Ici, je vois mon code HTML avec le commentaire. Donc les commentaires, ils sont consultables partout dans le monde. OK? Donc alors, voilà, parfois vous avez des problèmes d'affichage ici, donc avec des caractères spéciaux, et votre navigateur affiche des caractères bizarres. Donc alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez dire à votre navigateur la manière dont lui, il doit afficher les caractères. Ça va? Donc ici, ce que moi, donc alors je peux faire, c'est ajouter ce qu'on appelle un méta, ça s'appelle des chart7. Donc chart7, donc vous tapez dans l'exemple ici, donc chart7, méta chart7, c'est dans le head, donc je vais faire ça. Je vais dans le head ici. Donc ce sont des métadatas, donc ce sont des informations. L'objectif c'est de ne pas les afficher, mais simplement pour donner des instructions au navigateur qui va interpréter cette page. C'est-à-dire que toi, navigateur, première chose, fais attention. Donc tu m'affiches en fait ce titre comme titre de la page. Ensuite, tu interprètes et sache que moi je contiens des caractères chinois ou arabes ou peu importe. Donc affiche-les correctement. Ben voilà, base-toi sur le UTF-8. Voilà. Donc char7. Voilà. Enter. Et je vais taper UTF-8. C'est un type de codage universel, en fait, qui va permettre de résoudre des problèmes d'affichage. Pour ne pas avoir des caractères spéciaux, car sur la machine cible, vous n'avez pas telle ou telle fonte ou d'installer. Oui. Donc alors, je reviens un petit peu sur la théorie, parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez un peu ça une fois pour toutes. Donc c'est qu'en fait ici, là, dans une page HTML, donc il s'agit de la syntaxe HTML. Et dans une syntaxe HTML, en fait, vous avez ce qu'on appelle des éléments HTML. Et donc alors, chaque élément a des attributs. Donc l'HTML va vous permettre, entre autres, d'insérer des images, de créer des liens
Vous voyez là, Maxime, la déclaration, la programmation déclarative. Donc, à un moment donné, tu aurais besoin, bah, ce matin, en fait, on avait justement, j'avais fait un petit brief. On avait un client qui voulait, donc ici, ajouter une page, par exemple, dans la page contact. Donc, alors, lui, il veut avoir quoi? On lui a mis le Google Maps, mais il veut avoir une photo de de sa société. Donc, une photo ici. Bah, une photo, on va insérer une photo ici. Bah, pour insérer cette photo, bah, on est plein dedans là. Hein. Donc, c'est avec la balise IMG qu'on va faire ça. Et on va la positionner grâce à CSS. Donc, alors, on peut ajouter, créer des liens avec la balise A. On peut créer des listes avec les balises UL, OL et LI. On peut créer des entêtes avec le H1, H2, H6. Et on peut définir des métadatas avec la balise meta. Donc, alors, je vous parle de quoi? De éléments. Okay, ce sont des éléments. Ensuite, chaque élément il a des attributs. C'est un peu de l'orienté objet hein, ici. Vous avez par exemple ici l'élément nous permettant de créer un lien. Donc alors, si je vais ici sur mon code, donc alors juste en dessous du texte donc, précédent, j'ai la possibilité d'ajouter un lien. Donc alors, je vais taper plus petit a. Oui. href. C'est quoi href? Donc le A, c'est un élément, le href est un attribut. C'est un attribut qui va contenir une URL, une adresse vers une page web. Je ferme la balise. Et si je sauvegarde, comme par hasard, je ne verrai rien. Donc pourtant, mon lien est là. Vous voyez là, ici, mais je ne le vois pas. Donc pourquoi? Parce que je n'ai rien mis ici. Je n'ai rien mis là. Si je tape Google ici et que je sauvegarde, je rafraîchis ma page. Le voici Google. Je le vois maintenant. Donc alors si vous ne mettez rien entre la balise ouvrante et le tag fermant, le tag ouvrant et le tag fermant de cet élément-là, si vous ne mettez rien, ben vous ne verrez rien. Voilà. Donc ici, j'aimerais ajouter un carriage return, donc un retour à la ligne juste avant Google ici. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait dans le code que lui, il n'affiche pas ce que vous avez là comme code source. En fait, lui, il interprète ce que vous avez mis ici. Donc alors, pour ajouter un retour à la ligne, eh bien, c'est la balise BR. On l'utilise de moins en moins. F5. Voici le retour à la ligne. Ok, donc alors je continue. Donc retenez bien que le CSS, c'est pour décrire comment présenter visuellement un contenu. Et l'HTML décrit la sémantique structurelle ou la signification de son contenu. Donc les balises, ce que je vous expliquais, c'est que nous allons examiner sont utilisées. Non que nous allons examiner sont utilisées. Donc ici, les balises que nous on va voir ici, on les a utilisées pour décrire donc, des informations structurelles de base d'un document, bon, blabla. Voilà, donc j'explique en fait donc un peu tout ça. Donc les balises sémantiques, en fait, ici, c'est des balises qui ont un sens. En plus des balises standards de l'HTML, donc p, title, div, vous allez voir en plus de ça avec l'HTML5 des balises sémantiques, c'est-à-dire article, aside, nav. Et vous voyez, le nom de la balise a un sens. Donc le nom de la balise a un sens. Donc alors, voilà. Hop. Donc, maintenant, je vais revenir sur mon exemple ici. Et alors, dans cet exemple, je vous ai parlé de cette phrase. En fait, cette phrase, on va la mettre dans un paragraphe. Donc, je vais enlever le BR ici.
Donc, je rafraîchis ma page. Voilà, tout soumis en fait donc l'un après l'autre. Moi, j'aimerais ici que cette phrase soit mise dans un paragraphe. Et le fait de la mettre dans un paragraphe va ajouter un retour à la ligne avant et un retour à la ligne après. Donc, c'est un paragraphe. Donc, pour faire ça, il suffit juste de l'envelopper dans une balise B. Regarde. Et voici mon paragraphe. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est le paragraphe. Et ça, c'est le contenu de mon paragraphe. OK. Voilà. Ensuite, donc alors moi, j'aimerais indiquer au navigateur le type de document. Donc, elle est sur le point de traiter. Donc alors, c'est pour dire au navigateur que cette page ne contient que de l'HTML. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un navigateur, on peut sans aucun problème afficher d'autres types de documents. Je ne sais pas ce que je peux faire. En fait, si je tape File Type, donc XML, je ne sais pas, moi, je tape liste, client, peu importe. Est-ce qu'il va me trouver des fichiers XML ici? Non, donc l'XML. Peu importe. Hein. XL, voilà. Voilà, donc ça c'est un fichier XML. Hein. Voyez? Ou bien un exemple d'un fichier JSON, on l'avait fait. Hein. Donc ici on avait vu des informations encodées, donc alors sous format JSON. Donc ici ils sont stockés en format XML. Et donc alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement indiquer au navigateur que le fichier que vous allez, donc que tu vas recevoir, c'est un fichier HTML. Donc alors, donc je vais sur mon éditeur préféré ici. Et alors, je vais lui indiquer ça. Et donc alors, je vais simplement ajouter, juste avant l'HTML ici, une balise doctype. Donc cette balise, en fait, elle a la spécificité d'ajouter un point d'exclamation à ce niveau-là. Et on va mettre doctype, espace. Eh bien, il s'agit de l'HTML, là, ce que je t'envoie là. Et je sauvegarde mon code. Voilà, donc je continue. Donc alors, je continue. Tac, donc j'ai de l'HTML. Tac, tac, tac. Tac. Donc alors ici, je peux ajouter ce qu'on appelle des titres. Je sauvegarde. Là, je vais dans mon body. Vous voyez là, en fait. Ici, le contenu de votre page, ce n'est pas ce que vous avez là entre le head. Le head, il contient simplement des métadatas. Donc alors, comme par exemple ici, ma première page que vous avez codée ici. Yep. Donc alors, ma première page, il a été codée à ce niveau-là. Donc bonjour tout le monde. Donc ici, j'aimerais ajouter un titre. Donc alors, pour ajouter ce titre, eh bien, on va utiliser le H1. Je tape H1 Enter. Bon, titre H1. Et je sauvegarde. Donc alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un titre, voilà, comme celui-là. Donc pour ceux qui doivent travailler le référencement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé dans l'SEO, donc le référencement naturel. Donc alors les H1, H2, H3, en fait, ils sont précieux, ils sont très importants parce que c'est ce que Google va lire en premier lieu quand il va consulter votre page web. Et donc alors, vous avez jusqu'à H6.
choisis le titre en fonction de son importance. Donc, je rafraîchis la page et voici, donc alors, les différentes tailles des titres qu'on peut utiliser dans une page HTML. Voilà, donc ça c'est par rapport au titre. Donc ensuite, donc les paragraphes, ça je vous ai expliqué un petit peu cette histoire de paragraphe ici. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des divisions. Donc alors je vais ajouter ici une div. Donc alors, pour afficher une div, c'est quoi une div en fait? Donc c'est quoi? C'est juste en fait un... Donc je vais... Alors ici... Tac. Le doctype, je l'explique ici en détail. Donc le head et le body, je l'ai déjà abordé. Donc alors un autre exemple un peu plus complet. Et donc alors ici j'aborde cette notion de paragraphe. Ici le P, tac. Donc les divisions. Donc une div c'est quoi? C'est un élément. Donc c'est un conteneur qui est utilisé pour créer un regroupement logique de contenu. Donc il n'a aucun sens en fait sémantique, mais c'est juste un élément de groupement logique d'éléments partageant le même sujet de voilà et traitant le même sujet. Et donc alors en soi il n'a pas une présentation intrinsèque en fait ce div. Donc lui il est fréquemment utilisé dans les mises en page CSS. Donc pour marquer des sections tout simplement. Donc pour moi, quand vous passez par des divs ou bien par des balises sémantiques, comme par exemple, comme on va voir tout à l'heure, pour moi c'est pareil. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc alors je vais créer une div ici. Ma première div. Je sauvegarde. Et là ça revient au même en fait ici, ma première div. C'est une sorte de paragraphe en fait. Ouais. Donc parfois vous voulez, donc alors générer un contenu, vous voulez un texte un peu plus long, vous n'allez pas taper pendant 36 heures. Vous allez prendre l'habitude d'utiliser des extensions. Moi je vais voir si j'ai le lorem ipsum ici. Lorem ipsum c'est une extension. Voilà, il est là, lorem ipsum. Enter et ça va me générer un texte bidon. Comme ça je peux construire ma page rapidement. F5 et voici le paragraphe. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur la liste des extensions. Ici, vous tapez lorem ipsum, ben voilà. Vous pouvez même générer du texte en chinois, voilà. Et vous l'installez. Il faut lire un peu comment fonctionne l'extension. Vous regardez un peu le rating et le nombre de téléchargements. C'est très important avant d'installer quoi que ce soit pour ne pas déstabiliser votre système. Dites-moi, est-ce que vous avez le comportement par défaut de lorem? Si vous tapez lorem, vous avez quelque chose ou pas? Moi, j'ai un paragraphe comme toi. D'accord, très bien, super. Très bien, très bien. Donc alors, passons aux liens. Donc je reviens maintenant sur les liens. Donc les liens sont créés en utilisant quoi? L'élément A. Et le A ici signifie quoi? Signifie ancrage. Anchor en anglais. Ce n'est pas L, lien, mais A, encre, encre. Donc alors un lien, en fait, il a deux parties principales, donc la destination et puis le labelé. D'accord? La destination, le labelé. Donc le labelé, en fait, il peut être soit alors un texte, il peut être soit une image. Donc alors, moi, je peux prendre une image, hein, donc peu importe. Bon,
je vais pointer sur cette image, sur le logo que j'ai ici. Donc, je vais récupérer l'URL de cette image, copier l'adresse de l'image, pas forcément l'image, hop. Je vais sur VS Code, ici, et je vais, ici, ajouter une balise IMG, parce que c'est cette balise qui va permettre de quoi? D'afficher l'image. Et dans une balise IMG, vous avez les deux attributs, donc SRC et Alt. SRC, donc c'est pour mettre la source de l'image. Et Alt, ça c'est quand l'image n'est plus disponible, eh bien on aimerait afficher un texte. Pour le référencement, c'est très important de faire comme ça. Donc alors je vais sur ma page, F5. Voilà, j'ai mon image ici. Et si je clique sur l'image, je vais être redirigé vers Google. Je me suis trompé dans l'URL. Donc alors, le href 3W. Je vais taper le HTTP, j'ai oublié le HTTP. Je sauvegarde. Je reviens en arrière. Donc je vais vérifier, regardez. Donc j'ai modifié moi ici. Hein? J'ai sauvegardé. OK? Ça ne veut pas dire que le code source du navigateur il met à jour. La preuve, c'est que regardez là en bas. Vous n'avez pas le HTTP ici. Il faut rafraîchir, il faut aller récupérer la dernière version du code en appuyant sur le bouton de rafraîchissement ici. Maintenant, j'ai le HTTP ici. Et quand je clique, je peux rediriger vers Google. Donc alors, pour les liens ici, vous avez plusieurs types de liens. Donc vous avez des liens qui pointent donc, vers des sites externes, des liens vers d'autres pages, ou bien des liens vers d'autres endroits dans la même page. Donc alors, moi je vais switcher ici pour vous expliquer un peu tout cela. Donc alors, là, donc voici ce que vous pouvez voir comme type de lien. Donc ici, rien de spécial. Enfin, vous avez compris cette histoire d'URL. Et il y a, ce n'est pas compliqué pour comprendre le reste. Soit alors je pointe vers un site web, soit je pointe vers une image, ou bien je pointe vers une page HTML. Je peux pointer vers une page, vers un endroit bien spécifique dans une page. C'est-à-dire que ici, j'ai créé, peu importe un paragraphe ou bien un élément HTML, et j'ai utilisé le CSS pour spécifier, dans ce cas-là, un identifiant. Vous allez voir ça, donc c'est qu'en CSS, on peut attribuer un identifiant unique à un élément HTML. Donc là, dans ce cas-là, sur cet élément, ce sera ID est égal à top. Et pour pointer donc alors un lien vers cet élément, on va mettre href est égal à dièse top. Et quand on clique, vous allez voir que la page va scroller pour aller à cet endroit. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, on peut spécifier un lien relatif, on peut spécifier un lien absolu, c'est-à-dire que lui, il s'en fout s'il est sur la même page ou pas, mais il va aller... oui, donc ici, on a spécifié la page, mais on peut spécifier l'adresse du site web, / la page, @ review. Voilà. On peut ajouter des liens, donc alors, qui vont déclencher, qui vont démarrer le logiciel de messagerie que vous avez en local. Je sais pas si... Comme celui-là, par exemple. Hein. Ou bien un lien qui va
Si je vais prendre par exemple le site URL, je vais sur donc ma page, sur ma session car j'ai connecté mon téléphone. Et quand je clique sur ce numéro de téléphone, hop, il va tomber sur mon téléphone en fait ici. Hop. Et là, je reçois une notification. Et je peux sonner à ce numéro de téléphone à partir grâce à cette option-là. Pourquoi? Parce que si je vais voir le code source de cette page, de cette partie de la page, je vais simplement faire un clic droit, inspecter. Et là, vous allez voir ce que j'ai utilisé comme élément HTML. Il va se positionner directement à cet endroit. Vous voyez ici, là. Et là, ce que j'ai mis, moi, c'est à href tel, 2 points. Et mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, ça me donne plus de chances, en fait, donc d'inciter le client ou bien le prospect à passer à l'action, donc entrer en contact avec moi. Mais ça, c'est pour être appelé ou c'est pour... Le quoi? Ça, ce que tu as mis là, c'est pour se faire rappeler ou comment ça marche en fait? Je clique sur ton numéro. Donc, alors, sur le site, voilà, ici, grâce à Google et le référencement naturel, donc tu regardes un petit peu les services et les produits qu'on propose. Et si tu es intéressé par un de ces services, de ta machine, en fait, ici, donc tu cliques simplement sur ce lien. Ouais. Et alors, avec Chrome, bah, ils ont cette fonctionnalité parce que tu ne vas pas téléphoner de ton ordinateur. Donc, ils savent bien que c'est pour téléphoner à partir de ton téléphone. Donc, alors, ils ont mis en place ce petit système où Ah, ils te proposent d'envoyer ce numéro sur ton smartphone, tu vois, directement. ah d'accord, c'est lié avec les applis. Ok. C'est Ok. Google qui le fait ça, en fait. C'est Google je, qui fait ça, ouais. je Toi, crois que tu as juste créé un lien, en fait. C'est ça, ouais. Donc, pourquoi? Parce que ici, dans cette session, je me suis connecté avec mon compte à moi. Ouais, ici, Mounir El Wali. Et alors, je suis connecté sur le même compte, mais à partir de mon smartphone. Donc, alors, lui, il fait le lien. D'accord. Il faut associer quand même tes deux appareils. Il faut C'est associer ça, ouais. ton site et ton téléphone portable perso. Enfin, perso ou pro, peu importe. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, quand quand tu te mets sur ton téléphone, sur ton smartphone, quand tu as créé toutes tes relations Google, ça le fait pas automatiquement. C'est le Si, ça le fait automatiquement. Une fois que tu as deux appareils, ton appareil est connecté, lui, il va le faire automatiquement. Tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ouais, D'accord. c'est une petite API en fait, qui est développée par Google et Qui est il native, reconnaît en fait. comment? Tu n'as pas à l'activer, tu vois. Il reconnaît automatiquement grâce au compte que toi tu crées. C'est ça, Ouais, ouais. je connaissais pas ce truc-là. Parce que souvent, tu peux te faire rappeler, mais là, ce que j'appelle directement du site, je savais pas. Exactement, ouais. Exactement. Et donc, alors, et c'est ce que j'explique moi ici. Il suffit juste de mettre donc TEL, deux points, bah, vous donner cette possibilité, parce qu'il y a rien que le fait de mettre TEL, hein, ici, donc ça te permet de ne pas passer à côté de clients intéressants, qui peuvent vraiment te faire gagner de l'argent, quoi, tu vois. Parce que lui, il est dans de l'hésitation, peut-être il a trois pages, en fait, donc de tes concurrents qui sont ouvertes, et il voit que toi, tu es sérieux et que tu travailles, en fait, donc tu lui donnes cette possibilité, bah, tu l'attires vers toi, quoi. Tu vois, voilà. Tu augmentes tes chances, en tout cas, de pousser le prospect, passer à l'action pour qu'il devienne ton client. Ok. Et donc, alors, si je continue. Donc, alors, je parle du référencement absolu. Euh, donc, alors, si à partir de votre site web, vous référencez un élément sur un autre site web, là, vous devez absolument passer par le référencement absolu. Ce qui veut dire que vous devez spécifier le protocole utilisé, donc ici de l'HTTP, le nom de domaine, le chemin, puis enfin le nom du fichier de la ressource souhaitée. Donc alors ce n'est pas compliqué ici. Ça, ici,
D'abord, je vous explique un peu le référencement relatif. Parce que le référencement absolu n'est pas compliqué. Vous spécifiez le chemin complet et le tour est joué. Et le référencement relatif, en fait, ce n'est pas compliqué non plus, une fois que vous avez compris un peu l'astuce. Donc ça va tout seul. C'est que vous êtes dans la page about.html et vous référencez la page exemple.html. Dans la page about.html, vous spécifiez simplement le nom du fichier exemple.html. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même dossier. Vous n'avez pas besoin de spécifier le chemin complet. Par contre, si vous êtes dans cette page about.html et que vous ciblez le logo, c'est-à-dire cette ressource, là, ici, ils ne sont pas dans le même dossier, on est bien d'accord. Parce que about est dans le dossier racine, image est dans un dossier en fond de ce dossier. Donc, à partir de cette page, pour référencer cette image, eh bien, vous devez absolument mettre image/logo.gif. Image/logo.gif. Oui, Gladys, tu vois? Ou pas? Elle n'était pas absente cet après-midi, Mounir, Gladys? Elle n'avait pas un truc? Ah oui, je la vois Ah pas oui, dans oui, la... oui, oui. Oui, Je c'est la vois vrai. pas dans la liste. C'est vrai. Je pense que je l'ai noté en fait. On pouvait Mais bon. attendre longtemps ses réponses. Oui, oui, Morgane, c'est bon ça. Je me souviens que tu m'avais posé des Oui, questions. oui, moi c'est bon, je comprends, ouais. Ouais. Donc alors, je suis dans le dossier racine en fait, donc à la racine de mon projet, et j'aimerais référencer donc background.gif. Eh bien, bah, c'est un peu la même chose, hein. Donc je pars de mon positionnement courant, de mon emplacement courant ici, hein, about.html. Et alors, je vais mettre image slash quoi? Non, ici c'est css slash images slash background. Donc css slash images slash background.gif. Donc alors ensuite, je suis dans le dossier members, Eric, et dans ce dossier, j'ai quoi? J'ai index.html. J'ai le fichier index.html et à partir de ce dossier, j'aimerais référencer, donc créer un lien pointant vers le fichier about.html. Donc alors je pars de là, je suis dans un dossier enfant, se trouvant à la racine. Et alors la première chose, c'est quoi? C'est se positionner au dossier où se trouve ma ressource, celle-là, et après pointer vers cette ressource. Donc alors pour se positionner, je suis dans un dossier enfant. Donc alors pour remonter d'un cran, eh bien, il faut revenir sur le parent. Et le parent en HTML, c'est 2 points. Donc je vais taper 2 points slash, donc 2 points slash, donc pour cibler le dossier parent. Et ensuite, une fois que je suis positionné dans le dossier parent, bah, c'est simple par après. Je vais mettre about.html. 2 points slash about.html. Ça va, Eric? Tu comprends cette... Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est un peu logique. Voilà, bah, vous jouez chaque fois avec ces éléments. Un dernier exemple. Si je cible le background.gif, je vais voir background.gif, elle est où? Background.gif, c'est celle-là. Background.gif. Je vais cibler background.gif à partir de about.html. Donc ça, ce n'est pas compliqué là en fait ici. Oui. Oui. Donc alors. Donc si je suis donc alors ici. Allez, je vais prendre un truc un peu plus compliqué. Donc alors, donc mail.css.
Bon, ça, on l'a fait. Donc, alors ici. Oui, bah, si je suis là, en fait, donc ici, simplement, je suis dans about.html ou bien index.html. Donc, je sais que je suis dans le dossier parent ici et j'aimerais atteindre celui-là. Bah, ce n'est pas compliqué, hein. Donc, c'est css/image/about background.gif. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, donc pour les images, donc ici on utilise donc la balise IMG. Et alors cette balise va contenir des attributs. Et alors ces attributs, c'est quoi? C'est SRC, donc c'est le chemin complet de l'image. Le alt, c'est au cas où l'image n'est plus disponible sur le serveur, il va afficher ce texte à la place de l'image. Nous, on l'utilise pour le référencement naturel. On passe beaucoup de temps là-dessus, en fait. Donc le type, ça c'est quand vous survolez l'image, il va vous afficher ce texte. Et là, vous pouvez spécifier les dimensions de l'image. Même si vous avez une image, voilà. Si je peux redimensionner cette image, et pour la redimensionner, ce n'est pas compliqué, je vais simplement ici. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est elle est grande. Je ne sais pas, moi, je vais mettre à width de 150 pixels et à height 250 pixels. Je sauvegarde. Je rafraîchis ma page et il va me redimensionner l'image. Donc faites attention, vous ne le faites pas dans l'autre sens parce que sinon vous risquez de dépixeliser l'image. Ça va? Et avant d'envoyer quoi que ce soit au serveur, il faut optimiser l'image. Mon collaborateur, il passe par un outil, je ne sais plus. C'est Opti, je ne sais pas quoi. IMG ou un truc comme ça. Opti Image, ouais. Non, pas celui-là. Donc, il y a des services en ligne, ou bien Photoshop, hein, donc c'est vraiment simple. Vous réduisez la taille de l'image donc pour diminuer le temps de chargement de votre page. Parce que sinon, vous êtes pénalisé par Google si votre page en fait n'est pas optimisée. Et c'est quoi le bon format d'image en soi? Donc ça dépend, on utilise le PNG. Hein. Donc si tu as une image où tu veux, par exemple, ne pas avoir le background, tu utilises le JPEG. Le PNG, oui, non, PNG c'est le transparent, pardon. Donc PNG c'est pour des images en fait dont vous avez enlevé les backgrounds. Sinon le JPEG c'est un très très bon compromis entre la compression de l'image et la préservation de la qualité de l'image. Et ce que je voulais dire par là, c'est que le format en soi pour le web, c'est quoi? C'est du 72 dpi et le format, c'est combien par combien pour que ce soit pas trop petit, pas trop grand, que ce soit pas trop lourd. Donc franchement ça dépend du... Parce que là, tu parlais de l'outil Opti Image, donc il fait automatiquement, donc ça, Ah oui, oui, tu oui. t'occupes de Donc, en rien, fait, mais si tu vas sur Photoshop, lui, il est hyper précis. cet outil, en fait, donc l'objectif, c'est simplement réduire la taille, le poids, mais C'est pas ça. la qualité de l'image. Maintenant, les dimensions de l'image, c'est à toi de choisir. Donc, ces dimensions en fonction de ta charte graphique, tu vois. Donc ici, moi, je ne peux pas me permettre, en fait, d'avoir une, voilà, occuper plus Un truc qui d'espace prend trop de ici. place, ouais. Pourtant, l'image, en fait, elle est plus grande que ça. Euh, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ton image, là, tu vas la réduire, donc tu n'as pas besoin qu'elle fasse, je vais faire exprès d'extrapoler, hein, mais qu'elle fasse 4 mètres par 4 mètres à raison de 300 dpi. Elle va faire un poids phénoménal. Là, tu sais que sur ton site, bah, grossièrement, elle fait quoi? Elle fait 2 cm par 2 cm. Donc tu sais qu'avec Photoshop, par exemple, tu vas pouvoir lui dire, voilà, s'il fait 1 cm par 1 cm à raison de 72 dpi, ce sera très bien. Et moi, je l'optimise sur mon HTML.
Oui, bah maintenant, ton affichage, quand tu parles de DPI, moi je pense que tu parles plutôt pour les prints, les impressions. Bah, le DPI, c'est ouais, Parce le que ici, pour pixel par pouce. l'affichage, c'est du pixel, tu vois. Ouais, c'est du Ici, pixel par pouce. Ouais. pixel par pixel. Maintenant, peu importe, ici les tailles, l'objectif en fait, c'est avoir des images de qualité, mais alors avec un poids vraiment très très faible pour augmenter en fait donc le temps de chargement d'une page. Euh, euh, et donc alors, si je clique sur image ici, je vais sur network, image, je rafraîchis ma page. On voit que c'est des pings et des JPEG, mais on voit pas les formats. Parfois ça dépend parce que là on a pas mal de sites web sur ce serveur. S'il y a des gens qui sont connectés là sur ces autres sites web, parce que ça va le sentir. Là par exemple ici, donc je peux trier par size. Hop. Je mets la plupart de mes ressources en fait en cache. Donc vous consultez la page la toute première fois. Attends, je vais vous montrer un truc qui est pas mal. Donc, je vais sur la navigation privée, F12. Donc je tape digitar. Et vous comptez avec moi, vous allez voir que ici, ça charge. Donc alors 1, 2, 3, 4. Là, quand il va dans l'autre sens, c'est qu'en fait, là, c'est response, c'est la réponse là. En fait, tout à l'heure, c'était la requête. Et là, maintenant, il est en train de retourner la réponse. Donc alors, voilà. Je ne sais pas ça a pris combien de temps. Je pense que 9 secondes ou un truc comme ça. Si maintenant je rafraîchis la page, 1, 2, donc 3. Donc tout à l'heure, c'était 9 secondes, parce qu'en fait, il avait fait un aller-retour. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, la toute première fois, il est allé chercher toutes les ressources et les a mises en cache. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Ça, on l'avait fait avec un plugin qui nous permet de faire ça. Pour réduire le temps de chargement de la page. Donc alors, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'optimiser les tailles des images. Donc alors, ça c'est pour les images. Donc sinon, vous avez donc alors les listes. Pourquoi ils n'ont pas des trucs? Donc alors, vous avez les listes. Et donc alors, on va voir un petit exemple. Vous avez deux types de listes, des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Donc si je vais sur ma page, ici, ensuite, j'affiche le contenu de la page. Et juste en dessous de mon paragraphe, j'aimerais donc alors avoir une liste. Donc une liste non ordonnée. Donc alors, je ne sais pas, donc une sorte de menu principal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc UL et une ordered list. Et là, je vais créer mes items. Donc liste. Et dans mon menu, je vais avoir donc une option accueil, service, contact, assistance, peu importe. Voilà. Je sauvegarde. Donc je vais voir ma page, F5. Et voici ma liste non ordonnée. Donc si maintenant j'ai besoin de rendre cette liste ordonnée, ben, je vais mettre O à la place de U. En faisant ainsi, eh bien, je vais avoir une liste numérotée. Voilà. Donc alors je peux imbriquer des listes. Donc je vais dans Service ici. Et alors dans Service, je peux faire là, par exemple, c'est donc alors ajouter une
Allez, une ordered list. Il a perdu le... Donc, alors, donc ici, je reste comme ça. Et alors, je vais créer mes options là. Donc alors, conseil, web, solution de gestion. Donc si je vais sur ma page, je peux avoir un truc comme celui-là. Donc alors, voilà, une liste ordonnée, une liste non ordonnée, une liste ordonnée avec une imbrication. Vous avez cette notion de table, donc qu'on utilise de moins en moins, mais qui est bel et bien présente. Pourquoi? Parce que il y en a pas mal qui l'utilisent pour la génération du code HTML. Donc si vous achetez un thème, par exemple WordPress, vous avez une forte chance de se retrouver avec des balises comme ça, table. Hein. Et table, c'est simplement pour pouvoir créer des tableaux, en fait, ici. Donc, allez, un exemple vite fait. Donc, alors, si vous tapez table ici, dans un tableau, je vais faire abstraction de tes heads et tes... Vous voyez ce que je vais dire? Je vais simplement vous montrer qu'une table est composée de lignes. Dans une ligne, vous avez des cellules. C'est des TD, comme ça. Cellule 1. Cellule 2. 3. 4. Je supprime cette ligne. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Je sauvegarde. Alors, si je rafraîchis ma page, je vais voir le contenu, mais pas les bordures de mon tableau. Voilà. Alors, pour afficher les bordures, mettons-nous dans le contexte. Je ne suis pas en train de vous montrer comment mettre en forme une page parce que c'est dans un deuxième temps. J'ai organisé cette partie front pour que ce soit par itération. La première itération, c'est la structure. La deuxième itération, c'est la mise en forme. La troisième itération, c'est le JavaScript. Si on essaie d'apprendre plusieurs choses en même temps, on n'apprend rien. OK? Et disons que le CSS n'existe pas. On va programmer à l'ancienne, le old school. Border, je ne sais pas, moi je vais mettre 4, 5. Je ne sais pas ce que ça va faire ici. Voici ce que ça me donne. Ça me fait penser à ma première page en 2000. C'est exactement ça. Mon premier site web où j'ai mis mon CV. Ben, mon CV, non, mais mon premier exercice que j'ai eu en HTML là. Donc ici, voilà, vous avez en fait donc cette page ici. Vous pouvez fusionner les cellules ici. Donc là, si je fusionne cellule 1 avec cellule 2, ce sera quoi? C'est une fusion de 2 colonnes. Donc alors, ce que je peux faire ici, c'est call span. Je vais mettre 2 ici. Je sauvegarde et je vais voir ce que ça donne. Et voici ce que ça donne. Donc alors, il va afficher donc le 1 qui va prendre l'espace des 2. Je peux du coup supprimer la dernière cellule ici et ça va me donner ça. Voilà. Je peux supprimer la cellule 3 avec la 4. Et là, dans la cellule 3, je vais mettre... C'est quoi, c'est rowspan? Rowspan. Ouais, rowspan, oui. Voilà. Voici ce que ça donne. Et je peux supprimer dans ce cas-là la cellule 4. Je rafraîchis et voici ce que ça donne. Et vous pouvez structurer votre page comme ça. Mettre un menu par exemple à droite, un titre en haut à gauche, un contenu avec trois colonnes. Donc alors si vous rencontrez ce genre de code, ne faites pas les grands yeux, ça existe.
Et vous devez dépanner avec, parce que le client n'a pas le budget de réécrire ça avec Bootstrap. Mais moi, je vais vous montrer la dernière version de Bootstrap, Bootstrap 4, et vous allez voir que ça faciliterait beaucoup, beaucoup la tâche. D'accord? Voilà. Hop. Donc alors voilà, je vous explique un petit peu les tables, en fait, donc des tables. Donc alors si je continue, vous avez l'HTML5, donc des balises sémantiques. Et alors ces balises sémantiques, leur objectif c'est simplement, donc alors, structurer votre page HTML et le rendre moins verbeux, contenant moins d'informations de structure en fait, moins d'informations et le rendre moins lisible. Et alors, euh, donc alors ici, comme vous voyez avec moi, donc alors à gauche, donc vous avez une page qui a été écrite avec des balises div, donc c'est des balises intrinsèques en fait qui n'ont aucun sens sémantique, donc div. Donc alors pour avoir la même page, on va utiliser ce qu'on appelle des balises sémantiques. Donc c'est-à-dire que ici je suis dans le header, soit alors je peux écrire mon header comme ça avec des divs imbriqués, soit alors je peux utiliser le h group. Et le h group, en fait, simplement, c'est une balise, comme le div, ça ne change rien, et qui va contenir ce que je peux mettre dans un header, dans un head. Mais quand je parle de head, faites attention, je ne parle pas du header qui est ici. Parce qu'il y en a qui vont penser que je parle de cette section, mais non, je parle simplement sur les métadatas, sur ce que je mets comme titre de la page. Vous voyez, ça, c'est une partie, c'est le header, c'est ce qu'on appelle la zone de flottaison. Et c'est ici que vous devez accrocher votre client. Il faut que dans les 3 secondes, en fait, il faut qu'il s'accroche, en fait. Il faut qu'il accroche, en fait, à votre valeur ajoutée, value proposition. Le head, en fait, donc je parle de, voilà, donc soit alors le titre, les métadatas et machin. Donc si je reviens donc, sur ma page et que je continue, dans la partie navigation, donc ici c'est un peu verbeux pour vous parce qu'on n'avait pas encore vu avec moi le CSS. Bon, vous savez un petit peu ce que c'est parce que vous l'avez vu, je pense, avec Sam et ceux qui étaient avec moi, ils l'ont vu avec moi. Donc on peut utiliser des ID ou bien des classes. Hein. Donc alors, à la place d'utiliser des divs un peu partout et créer des identifiants left navigation et ainsi de suite, vous pouvez utiliser la balise nav qui est prête à l'emploi. Donc pour la section article, vous pouvez utiliser article ici. Figure, ça c'est pour les images. Et aside, c'est pour une barre latérale par exemple. Donc alors on peut structurer notre page donc alors ainsi. Donc si je vais voir par exemple ici, je crée une deuxième page. Donc je vais la taper, je vais contacts par exemple, .html. N'oubliez pas le .html là, ça va? Donc alors dans cette page, je peux créer donc la balise racine. Là je peux créer un head, ensuite un body. Et alors ici dans le head, on avait dit qu'on peut utiliser la balise title. Ma page numéro 1, je sauvegarde. Mais je vais dans le body pour créer la section header. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Je vais taper header, vous voyez l'HTML5. Si vous travaillez avec l'HTML4, peu importe, qu'on n'utilise plus, vous n'aurez pas cette option header. Voilà. Je vais l'appeler ma zone de flottaison. Je sauvegarde. C'est le header. Ensuite, je peux créer une section de navigation en mettant quoi? Je peux créer une section nav. Voilà. Et dans cette section nav, je peux créer mon menu là, hein, le in ordered list. Et là, je peux mettre mes listes. Donc alors, option 1, option 2,
Et ainsi de suite. Option 3. Et je sauvegarde. Donc alors, voilà. Donc ça, c'est le nav. Je vais voir ce que ça donne. Contact. View in default browser. Voici ma zone de flottaison. Voici mon menu. Je peux créer une section article. Donc alors, je ne vais pas le faire ici. Je vais le faire juste en bas. Et alors, j'aimerais que dans sa partie donc de droite, ajouter en fait ce qu'on appelle une section. C'est une nouvelle section. Et dans cette section, je vais ajouter alors donc la zone de contenu, c'est article. Principal. Ensuite, toujours dans ma section, je vais créer un panneau latéral, c'est aside. Je sauvegarde. Donc, je rafraîchis ma page. Et voici ma page, la structure de ma page. Pour aller voir le code source, soit alors l'inspecteur, soit afficher le code source de la page. Et voici ce que j'ai codé. Voilà. Vu qu'on n'est pas en train de mettre en forme la page, non, on ne va pas mettre en forme tout ça. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, il faut créer une structure, en fait, donc comme ça, moche, mais bien structurée. Option 1, 2 et 3, ce sont des menus apparemment, c'est ça, non? Oui, donc ici, j'ai utilisé les in-ordered list pour ajouter mes options ici. Tu peux imbriquer les listes alors, ou pas? Un exemple. Oui, oui, donc je peux les imbriquer. Donc alors, je l'avais signalé à ce niveau-là, regarde ici. Voilà. Et là, tu peux les imbriquer comme ça, tant que tu veux, tant que tu veux. Ok, c'est bon. Si tu dépasses 2-3 imbrications, sache que ta logique n'est pas bonne, parce que ce n'est pas confortable pour l'œil humain de voir des imbrications comme ça en 3, 4, 5. C'est que tu as un problème dans la structuration de ton information. Ah, ça, merci beaucoup, parce qu'il y a des sites, quand tu vois les imbrications, ça n'a jamais finir. Oui. Moi, ce site, en fait, ici, digitar.be, Ouais. est-ce que tu vois des imbrications? Le site, voilà, ça a été travaillé. C'est moi qui l'a créé, bien sûr, en se basant sur WordPress et sur un thème. Mais la personnalisation, le style, les couleurs et tout, je suis resté dans vraiment la simplicité. Et donc, alors, pas d'imbrication. Donc, j'essaie de rester vraiment le plus simple possible, le plus visuel possible, parce que les gens n'ont pas le temps d'aller lire des tonnes et des tonnes de trucs. Parce que lui, il a Facebook à gauche, il a Instagram à droite, il a YouTube, et il tombe sur ton site avec du texte. Jamais il va être ton client. Hein. Merci. J'étais contacté il y a 2 semaines par quelqu'un, et donc alors il m'a téléphoné, il a récupéré d'ailleurs mes références à partir de là. Il a passé une commande d'un site e-commerce. Il m'avait dit, j'aime bien votre site et j'aimerais avoir un truc pareil. Je lui ai dit, pareil, ce n'est pas possible parce que vous avez besoin d'un site e-commerce. On peut alors rester au niveau de la qualité, au niveau du design et tout, mais ce ne sera pas pareil parce que nous, c'est un site vitrine. Ce n'est pas un site e-commerce. Et j'ai closé ce client. Voilà, il a signé. Et je n'ai rien fait. Donc, il m'a trouvé sur Google et... Moi, je suis en train de faire un site e-commerce. Je ne sais pas, je peux être client aussi, mais je close comment avec toi? C'est des millions, je paye. Le quoi, tu dis? Je suis en train de faire un site e-commerce. Et je voulais savoir si je dois bénéficier des services de Mounir ou bien de l'aide. Je fais comment? L'aide, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir si vous êtes intéressé. Mais vous ne passez jamais à l'action. Moi, je vous lance des perches. Parce que vous êtes mes stagiaires, j'ai envie que vous réussissiez, que vous profitez un maximum de mon expérience. Mais si vous ne passez pas à l'action, désolé. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une petite présentation, mais dans le cadre d'une masterclass. Ah, moi, je suis Je ne vais intéressé. pas le faire pendant le cours ici, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à partager et j'aime bien partager. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Ouais. Moi, mon plaisir, c'est de partager avec vous.
Je le fais avec très grand plaisir. Je suis intéressé. Merci. Nous aussi, hein. T'inquiète pas, Urbain, on partagera avec toi. Bah, C'est que, gratuit, c'est les gratuit gars, jusqu'à la caisse. T'inquiète pas. ouais, faisons un Cali, on va chercher à trouver un temps, hein, parce que ça, si on loupe l'occasion, je suis pas sûr qu'on va avoir Mouni encore. Hein. Ah. Ça, si vous m'invitez sur un laser game sur l'île, Ouais. ou un truc comme ça, on peut se voir, pourquoi pas. D'accord. En ce moment, ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas, quoi. Mais je l'ai fait avec mes stagiaires, hein, donc si vous allez sur la... Je ne sais pas s'il est sur LinkedIn, mais bon, la fin de la formation, bah, on organise une petite activité, et voilà, c'est vraiment sympa, mais à discuter en fonction de ce qui pourrait se présenter dans les... N'oubliez pas le réseautage, même entre vous. Ne dites pas que je suis avec des débutants, je n'ai rien à tirer comme... Non, le réseautage est très important. Hein. Ne mettez pas... Voilà, très important. Donc, alors, we will continue. Yes, ok. Donc alors, on était où? Oui, voilà. Donc sur ma page, je continue. Tac, tac. Ok, donc le head, body, header, nav, section, article, offside. C'est chaque fois un peu la même chose. Hein. Donc alors ici, ok. Donc alors, vous avez la possibilité d'ajouter alors le pied de page. Là, vous tapez simplement footer et deux pages. Je rafraîchis ma page. Non, c'était pas ça, c'est ça. Voilà. Et vous avez une très belle structure ici, hein, ça va? Qui va être comprise par les navigateurs modernes et vous n'aurez pas de souci donc de référencement ni de... Ok, donc alors vous pouvez en même temps regrouper des sections. Donc ici, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut rendre votre site accessible. C'est-à-dire que il faut à un moment donné rendre votre site web accessible aux malveillants, c'est ça, des personnes, voilà, donc des personnes à disponibilité, à mobilité réduite, voilà, pour ne pas dire des handicapés à mobilité réduite, voilà. Et donc alors, pour ça, par exemple, les navigateurs, ils ont des options. On peut parler en fait avec un navigateur. Et donc alors, le navigateur, il peut nous décrire la page. Même si je suis aveugle, je peux quand même naviguer sur le site web. Et donc alors, pour simplifier la tâche de ces navigateurs, bah dans Nav ici, simplement, je vais ajouter une option comme rôle. Et là, je vais taper navigation. Et donc alors, cette extension, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va aller lire ce qu'il y a dans rôle. Donc, vous avez dans la navigation, vous avez les options suivantes. Option 1, option 2, option 3. Et tu dialogues avec le navigateur. Donc alors, il ne faut pas sous-estimer cette partie, c'est très important. Voilà. Ok, maintenant, juste avant le travail, votre travail, juste avant le TP, je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler service. Bon, service. Je tape HTML. Je n'ai même pas de coloration syntaxique, je n'ai rien. Donc alors, le problème, c'est quoi? Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est le problème? Tu as oublié l'extension sur ton fichier. Exactement. Donc, c'est j'ai créé un fichier, et regardez, voilà, ici, j'ai oublié l'extension. J'appuie sur F2.html. Voilà. Et alors, ici, à la place de taper, comme j'ai fait avec vous jusqu'à maintenant, hein, donc alors la structure à la main, je peux taper simplement HTML. Donc 2.5, j'appuie sur Enter et voici mon code est prêt. Donc il me crée la structure de ma page HTML. Donc, je recommence. HTML.
HTML 2.5. Voilà mon code. D'accord? Donc, c'est une extension ME à l'époque. Je ne sais pas si maintenant il est intégré dans VS Code. Et il me permet d'aller plus vite. Si je dois créer une section nav avec UL à l'intérieur, avec un seul ELI à l'intérieur, eh bien, je vais taper nav plus grand UL plus grand ELI. Et je clique sur Enter et voici mon code. Ça va tout le monde? Vous voyez un petit peu ce que je fais ou pas? Il y a quelqu'un? Ouais, on t'entend, on t'écoute. Oui, Si on c'est veut rapide. 5 élite dedans, on fait x5. C'est ça. Et donc alors, si vous voulez créer 5 options, vous faites x5 et hop, x5. Sinon, il y a aussi pour l'HTML, il y a point d'exclamation, tab, et ça fait la même chose qu'HTML5. C'est ça. C'est ça. Ben voilà, il y a plusieurs approches en fait donc pour faire ça. Et donc alors, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous voulez créer une div, donc alors je vais taper div ici. Et dans cette div, j'aimerais avoir quoi? J'aimerais avoir un header. Bon. Ensuite, dans ce header, j'aimerais avoir une UL avec un ELI fois 2. Et dans chaque ELI, j'aimerais avoir un lien. Juste après, j'aimerais avoir un footer. Le plus, c'est pour dire frère, sibling. Et dans ce footer, j'aimerais avoir un paragraphe. Voici ce que ça donne. OK. Donc alors, dernier exemple. Mais bon, ça, vous n'avez pas encore vu de l'HTML, donc je ne vais pas le faire. De CSS3, si je vire tout ça. Ici. Un code, vous trouverez sur Internet des exemples comme ça. Mais bon, voilà, c'est pour encore une fois, vous simplifiez un petit peu la tâche. Ce n'est pas l'essentiel, c'est pour aller un petit peu plus vite. Et voilà quoi. Donc, sinon, vous avez d'autres exemples. Ok, donc alors, vous avez tous ces exemples, vous les avez ici. Ici. Et je vous demande alors de faire ce TP, donc créer un document HTML contenant des listes numérotées et des listes à puces, comme illustré ci-dessous. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc réaliser donc, la page ci-contre en utilisant les balises de la structure HTML, header, nav, section, article, footer, voilà. Et ensuite, créer un tableau qui contient la liste donc, des articles. Le tableau doit avoir les colonnes suivantes. Donc désignation prix de vente et créer le lien ajouté. Ça va? Donc alors, ce n'est pas très compliqué. Tant que ça ressemble, c'est d'accord. Je veux dire, qu'on utilise une div ou un paragraphe, enfin, tant que la structure est la même que sur l'image. Ben maintenant, je parle de tableau, donc ici, tu dois utiliser table. Ah non, pour le tableau, oui, mais au-dessus. Donc le lien, c'est le ancre, tu vois, le ancrage, le lien, quoi. href. Donc alors oui, tu te rapproches en fait à ce layout, à ce rendu, quoi. D'accord? Donc je vous laisse faire ces 3 TP, on corrige vers
vers 4 heures. Vers 4h30. On s'en clôture avec ça aujourd'hui. Et demain, on verra les formes. Ça va? Demain, ça va devenir encore plus intéressant. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Et après, le TP final, là. Et la pause, on la prend à quelle heure? À 15h30. 15h30.